Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler la boucle vertueuse que vous devez implémenter dans votre vie pour devenir un expert de renommée mondiale. Alors je précise tout de suite dans cette vidéo pour les habitués du podcast que je vais diminuer la quantité de vidéos que je vais faire. Donc ça va être 3 vidéos par semaine. Donc j'avais l'habitude de faire uniquement des podcasts. Maintenant, je vais me mettre un petit peu à la vidéo et donc je vais diminuer un petit peu la cadence tout simplement parce que ça exige un petit peu plus de préparation de faire des vidéos, puis il y a un petit peu plus de montage, c'est un petit peu plus difficile à faire. Donc voilà, je diminue la quantité et probablement que ça va vous permettre donc du coup de suivre plus régulièrement les épisodes et de moins en rater. Et donc du coup, de votre côté, ça vous avantage aussi parce que vous allez pouvoir suivre de manière plus décontractée les épisodes. Alors, passons au sujet d'aujourd'hui. Alors, comment devenir un expert de renommée mondiale? Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un livre qui est sorti de Malcolm Gladwell, un livre qui s'appelle Outliers. Et dans ce livre, Malcolm Gladwell a étudié un ensemble d'experts et a regardé en fait ce qui les distingue, ce qui fait qu'ils sont devenus des experts de renommée mondiale, quels étaient leurs petits secrets. Donc, parmi ces experts, il y avait par exemple Bill Gates, il y avait les Beatles et il y avait aussi des joueurs d'échecs. Donc, tous trois sont devenus vraiment très renommés au niveau mondial. Et donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir devenir des experts aussi renommés? Eh bien, dans le livre Outliers, Malcolm Gladwell révèle que c'est simplement de la pratique. Donc, ils ont eu un nombre d'heures de pratique supérieur à tout le monde et donc ils ont eu le temps de devenir meilleurs dans ce qu'ils faisaient. Donc, par exemple, Bill Gates, lui, il a eu accès à des ordinateurs. Vous savez, à l'époque de Bill Gates, les ordinateurs, ils faisaient toute une salle et c'était très difficile d'y accéder. Et Bill Gates a réussi par différents stratagèmes à avoir plus de temps sur l'ordinateur que d'autres personnes qui étaient en compétition aussi avec lui pour avoir accès aux ordinateurs. Et donc il a pu en fait pratiquer plus que les autres. Les Beatles, eux, ils ont fait beaucoup de concerts en Allemagne et donc ils ont pu s'améliorer grâce à ça. Et puis les joueurs d'échecs, en général, vous n'avez aucun expert mondial pour les échecs jeune en fait. En fait, tous, ils doivent avoir un certain nombre d'années d'expertise avant de devenir un joueur de classe mondiale. Vous n'avez jamais eu, par exemple, un grand master qui a été grand master à 11 ans ou 12 ans. Vous voyez, ils ont tous été, au moins, il leur a fallu au moins atteindre, ils étaient tous majeurs en tout cas. Vous voyez? Donc voilà, donc ça c'était le point numéro 1. Donc le fameux phénomène des 10 000 heures. Alors maintenant, il faut prendre du recul par rapport à ces 10 000 heures parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi pour devenir un expert de renommée mondiale simplement en pratiquant pendant 10 000 heures. On ne va pas réussir forcément à devenir un expert de renommée mondiale si ce qu'on fait, c'est pas quelque chose de rigoureux, c'est pas quelque chose qui nous fait augmenter nos capacités. Par exemple, pour les Beatles, le fait de jouer un morceau, c'est pas forcément quelque chose qui va améliorer leur capacité en fait. Il faut qu'ils répètent les parties où en fait le morceau est difficile pour que en fait ils développent leur technique et qu'ils deviennent meilleurs dans leur art. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et donc, c'est pas quelque chose de magique en fait, de pratiquer pour devenir meilleur. Il faut pratiquer, mais de manière rigoureuse. Et un des meilleurs exemples, donc on en parle dans le livre Peak de Anders Ericsson. Anders Ericsson, qui est un expert, l'expert des experts en fait, et Malcolm Gladwell s'est largement inspiré de ses recherches. Et qu'est-ce qu'il nous dit Anders Ericsson? Il nous dit que les médecins qui ont pratiqué beaucoup, donc les médecins qui ont 20 ans d'expérience par exemple, sont en général
moins bons que les médecins qui ont seulement 5 ans d'expérience. Alors c'est paradoxal tout ça, parce que quand vous arrivez dans une ville ou un village, eh bien, pour choisir votre médecin, vous n'allez pas prendre le petit jeune qui vient d'arriver. En général, vous allez plutôt avoir tendance à préférer un médecin qui a de l'expérience pour justement avoir un médecin qui puisse vraiment vous guérir et vous donner les bons remèdes. Eh bien, ça c'est faux, parce que tout simplement, les médecins, ils n'ont pas autant de feedback qu'ils devraient en avoir. D'ailleurs, en passant, cette vidéo est la première vidéo d'une série sur le feedback, donc on va parler de feedback pendant toute la semaine, et donc ça va être aussi dans les prochaines vidéos. Je ne vous dis pas encore qu'est-ce qu'il y aura dans les prochaines vidéos, mais voilà. Donc c'est le thème qu'on va développer pendant cette semaine. Et donc ces médecins qui ont pratiqué pendant 20 ans, il leur manque du feedback. Pourquoi est-ce qu'il leur manque du feedback? Eh bien, parce que quand ils donnent un remède, eh bien, la personne, une fois qu'elle est guérie, elle ne va pas automatiquement dire au médecin, ça y est, je suis guéri, merci beaucoup médecin, voilà, votre remède m'a guéri très rapidement. En général, c'est assez rare que les médecins aient des nouvelles des personnes qui sont guéries. Parce qu'on va chez le médecin quand on a un problème, et quand on n'a plus de problème, on n'y va pas. Et notamment, pour certains types de médecins, c'est très problématique. Comme par exemple les radiologues. Vous savez, les radiologues qui regardent dans les radios s'il y a des tumeurs, par exemple. Donc, par exemple, si vous avez des radios, si vous êtes une femme et que vous faites des radios du sein pour voir s'il y a des tumeurs, eh bien, c'est le rôle du radiologue de voir si c'est une tumeur cancéreuse ou pas. Et s'il faut pratiquer une ablation dans le sein pour éviter que la tumeur se propage. En général, c'est beaucoup au feeling que ces experts ils font ça. Et comme on a vu précédemment dans les podcasts précédents, eh bien, le problème c'est que l'intuition, elle n'est pas toujours très fiable. Et il vaut mieux en fait que la personne soit vraiment très expérimentée pour qu'elle détecte mieux tout ça. Mais le problème, c'est que pour qu'elle progresse dans son art, eh bien, il faut que les personnes lui disent « Ah, avec cette radio-là, vous avez fait le bon choix, c'est vrai que c'était une tumeur cancéreuse. Par contre, là, vous n'avez pas fait le bon choix parce que la personne n'a jamais développé de cancer. » Vous voyez? Et donc, ces radiologues, il manque du feedback, il manque un retour de la part des malades qu'ils ont conseillés, et donc ça pose un gros problème. Donc ce qu'il a fait Anders Ericsson, c'est qu'il leur a conseillé de développer une sorte de bibliothèque de radio du sein, et de montrer à chaque fois, vous voyez, pour cette radio-là, déjà demander à la personne, est-ce que vous pensez que c'est une tumeur cancéreuse ou pas? Donc la personne répond oui ou non, et après on leur donne la réponse et leur dit vous voyez, pour ce cas-là, eh bien la personne a développé un cancer peu après. Alors que pour cette radio-là, non, la personne est restée en bonne santé. Et donc du coup, en s'entraînant, donc c'est un petit peu une simulation, en s'entraînant avec ces différentes radios, eh bien les radiologues deviennent meilleurs dans leur art. Donc c'est typiquement le rôle du feedback, en fait, le retour qu'ils ont eu par rapport à ces radios qui fait qu'ils deviennent meilleurs dans le fait de détecter des tumeurs. Et donc cette expérience pilote en Australie a vraiment montré que les radiologues font d'immenses progrès grâce à cette bibliothèque de cas de radio du sein. Donc ça, c'est un exemple, mais après vous allez peut-être me demander comment est-ce que ça se traduit pour vous, pour votre cas, pour votre situation précise. J'imagine que vous n'êtes pas forcément un radiologue, donc comment devenir un expert de renommée mondiale, comment obtenir du feedback pour pouvoir vous améliorer. Donc Anders Ericsson, dans le livre
Pick, eh bien, il parle d'une boucle vertueuse que vous pouvez utiliser pour vous améliorer, pour être sûr que vous allez réussir à avancer sans cesse et à devenir meilleur très rapidement. Donc pour faire ça, eh bien, il y a 3 étapes. D'abord, la première étape, c'est l'étape de focus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vous entraînez à un art, par exemple, si vous apprenez à faire du tennis, à jouer au tennis, eh bien au début, vous allez progresser assez rapidement parce que eh bien, il va falloir que vous relanciez la balle, que vous relanciez la balle quand quelqu'un vous lance la balle. Et donc pour que le jeu soit agréable, eh bien, il faut quand même que vous arriviez à relancer la balle de manière suffisamment fréquente pour que le jeu soit agréable pour vous et pour votre partenaire. Mais passé un certain niveau, eh bien, vous allez avoir un plateau, c'est-à-dire vous n'allez plus vous améliorer parce que c'est devenu une performance acceptable et donc vous n'avez plus besoin vraiment de devenir encore meilleur parce que finalement c'est devenu plaisant. Vous arrivez à relancer la balle, l'autre arrive à vous relancer la balle, vous passez un bon moment et vous n'avez pas besoin d'avoir une meilleure performance là-dessus. Donc c'est très fréquent d'avoir ce plateau. Donc c'est-à-dire qu'au début, on galère beaucoup parce qu'on apprend un nouveau métier ou une nouvelle pratique et donc c'est difficile au début de faire ça et donc on progresse très rapidement parce que la difficulté elle est là et on est motivé parce qu'on veut arriver à un moment où, où on galère plus et où ça devient agréable. Mais le problème c'est que si on veut rester sur des choses agréables, eh bien on ne va pas progresser. Vous savez, c'est comme les joueurs, par exemple si vous êtes un joueur de piano, si vous répétez tout le temps le même morceau, mais sans faire les exercices qui vous permettent d'être plus souple avec les doigts et de faire des mouvements un petit peu compliqués et de faire des choses et d'augmenter la cadence aussi, là à ce moment-là, vous n'allez pas vous améliorer. Donc il faut vraiment, c'est pour ça qu'il y a cette première étape de focus, il faut vraiment vous concentrer sur le fait de jouer de manière, de faire les exercices en fait, et de faire des choses qui sont exigeantes, des choses qui ne sont pas agréables en fait. C'est un vrai moment d'entraînement, c'est un moment qui n'est pas agréable. Si vous vous rendez compte que c'était très intéressant, vous arrivez, chaque jour, vous prenez votre pied en vous entraînant, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il faut que ça soit difficile. Alors bien sûr, pas complètement impossible à faire, mais que ça soit toujours à la limite de vos capacités. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, dans le livre de Anders Ericsson, Pick, il disait qu'il y avait des chanteurs qui, ces chanteurs, ils avaient, il y avait 2 groupes de chanteurs, donc un groupe de chanteurs amateurs et un groupe de chanteurs expérimentés. Et donc ils faisaient une répétition, et à la fin de leur répétition, on leur demandait comment est-ce que vous avez trouvé la session. Donc les amateurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ah ouais, c'est super, on a trop kiffé et tout. Alors que les professionnels, ils ont dit ah, je suis lessivé là, on a vraiment bien bossé là, mais vraiment je peux plus rien faire là. Donc c'est ça la différence en fait entre les deux. C'est que d'un côté, vous allez avoir un but de divertissement en quelque sorte, de plaisir de jouer, et dans l'autre, vous allez avoir un but de performance, et quand il y a un but de performance, il faut faire quelque chose d'exigeant. Et c'est ça qui va vous permettre de progresser. Donc ça, c'est la première étape, l'étape de focus. Dans l'étape de focus, ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de vous inspirer des grands maîtres de votre pratique. Donc par exemple, si vous êtes un joueur d'échecs, eh bien, vous regardez quels sont les jeux qui ont été, les parties qui ont été faites précédemment par des grands maîtres des échecs, et vous essayez de deviner à chaque fois, tiens, qu'est-ce que je ferais comme prochain mouvement si j'étais un grand maître? Et après, vous regardez quel a été vraiment le mouvement qui a été fait par le grand maître des échecs. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Vous allez avoir le feedback, c'est-à-dire que vous regardez le modèle.
Donc une fois que vous êtes entraîné, vous regardez à nouveau le modèle parfait, ce que vous voudrez accomplir. Et grâce à ça, eh bien, vous allez savoir quelles vont être les choses que vous devez faire pour coller un peu mieux au modèle, parce que vous n'avez pas réussi forcément à faire exactement ce qui était fait par le modèle, et vous allez donc dans la troisième étape corriger votre tir, corriger votre mouvement pour pouvoir réussir à progresser dans votre art, dans votre pratique. Donc je vous rappelle les trois étapes. La première, l'étape de focus. La deuxième, l'étape de feedback, c'est-à-dire obtenir un retour sur votre expérience. Et la troisième, qui est l'étape où vous corrigez. Donc en anglais, ça donne 3F. Ça donne focus, feedback et fix it. Donc vous pouvez vous en rappeler si vous êtes à l'aise en anglais. Sinon, tout simplement, c'est premièrement le focus, c'est-à-dire se concentrer. Deuxièmement, le fait d'avoir un retour d'expérience. Et troisièmement, le fait de corriger à chaque fois votre mouvement. Donc vous pouvez tout à fait le faire avec des modèles de grands maîtres de votre pratique. Si vous voulez, j'ai d'autres exemples. Par exemple, Benjamin Franklin, lui, il voulait s'améliorer en rédaction. Donc ce qu'il faisait, c'est que donc il y avait un journal qu'il aimait beaucoup, je ne sais plus comment s'appelle exactement le titre de ce journal, et ce qu'il avait dans ce journal, c'est ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un article du journal, et cet article, alors en anglais c'est outline, c'est-à-dire qu'il le résumait en différentes étapes, et il se servait de ce modèle, et après donc il réécrivait exactement l'article, et après il comparait l'article qu'il avait réécrit et l'article original. C'est-à-dire, il prenait l'article original, il prenait les différentes idées de l'article original, il s'en servait pour écrire un nouvel article de lui-même, et après il comparait. Et c'est grâce à ça qu'il s'améliorait au niveau de la rédaction. Donc, vous pouvez utiliser ce genre de choses pour vous améliorer, et moi je vous le conseille. Et d'ailleurs, en fait, moi je ne le fais pas assez, mais il faudrait que je le fasse d'ailleurs, de prendre des vidéos, des vidéos de personnes que j'admire, des vidéos de professionnels, d'experts, de youtubeurs renommés, et d'essayer de faire un petit peu la même chose. Donc ça, c'est une bonne idée pour s'améliorer au niveau de la vidéo. Donc si vous êtes un youtubeur, vous pouvez éventuellement faire ce genre de choses. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Bah, ça fait déjà 18 minutes, hein, donc c'est une vidéo assez conséquente. Et j'espère que vous allez vous inspirer en fait de tous ces conseils qui sont donnés dans cette vidéo, et bien, pour progresser, pour devenir vous-même un expert de classe mondiale. Allez, je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo de ces tranches d'efficacité. Allez, salut, bye bye.